Wake up, it's coming for you and you're not ready for it. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour cette troisième et dernière table ronde du colloque Coface Risque Pays 2021. Après avoir parlé mondialisation et les mouvements qui ont marqué les derniers mois, après avoir traité des relations entre l'État et l'économie dans ce contexte évidemment très particulier de cette crise sanitaire et économique, on va donner la parole pendant une heure aux experts de la Coface pour rentrer précisément dans le détail de leur évaluation des risques pays pour les mois à venir. Et on va commencer avec vous, Julien MARCILLY. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef économiste de la Coface et dans quelques instants, on rejoindra vos collègues sur deux autres continents. Bernard Ho pour parler avec lui de ce qui se passe en Chine, mais aussi dans le reste de l'Asie. Et puis Patricia KRAUSE qui nous éclairera sur ce qui se passe sur le continent américain. Alors évidemment, la première question qu'on a envie de vous poser, elle s'impose au fond dans ce contexte, Julien. Le risque pays, de quelle manière a-t-il évolué au cours des derniers mois? Va-t-il évoluer au cours des prochains mois? Et surtout, a-t-il été marqué, influencé, impacté par cette crise économique et sanitaire? Bon, il y a un an, on discutait au carrousel du Louvre et on évoquait des risques politiques, des risques environnementaux, l'endettement des entreprises dans les pays émergents. Par chance, nous avions prévu de parler du consommateur chinois et à l'époque, ça nous avait donné l'occasion un peu d'évoquer cette question de l'épidémie qui arrivait, mais il faut être honnête. On était loin d'imaginer qu'un an plus tard, il y aurait plus de 100 millions de personnes touchées par une pandémie, plus de 2 millions de victimes, et ou encore aux États-Unis, plus de victimes que lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, un an après, où est-ce qu'on en est? Bon, déjà, on en parle toujours autant, donc ça veut dire qu'il y a énormément d'incertitudes. Après, il y a quand même des lueurs d'espoir, évidemment, elles sont liées au vaccin. Et les incertitudes, aujourd'hui, on peut les résumer sous une question très simple. C'est à quand l'immunité collective? Et c'est de ça que découle finalement notre scénario en matière de risque pays, de risque sectoriel pour l'année 2021. Donc, nous, on part du principe que l'année 2021 va être en quelque sorte en deux temps. C'est-à-dire un premier temps qui va quand même ressembler à la deuxième partie de l'année 2020, avec maintenant ce qu'on appelle communément des stop and go, et puis une deuxième partie de l'année, une fois que l'immunité collective sera atteinte dans un certain nombre de pays, eh bien un redémarrage peut-être plus franc de la croissance. Donc maintenant, la question, c'est simplement de savoir à quel moment va être la limite entre les deux. Et là, ça dépend vraiment des différentes économies. On voit bien que là, sur la vaccination, il y a différents rythmes qu'on observe, avec d'un côté, évidemment, des pays qui sont en avance, quelques pays du Golfe, Israël, les États-Unis, le Royaume-Uni, qui sont dans les temps pour atteindre l'immunité collective d'ici l'été. Après, un autre groupe qui est en quelque sorte l'Union européenne, qui semble être en retard à ce stade. Donc la reprise interviendra peut-être avec un trimestre de retard, mais encore que ça peut accélérer. Et après, des grands émergents, pour qui l'immunité collective sera sans doute pas atteinte cette année, ça sera au mieux en 2022. Et puis même en Afrique et dans l'Asie du Sud, ça sera sans doute pas avant 2023. Alors vous évaluez et vous anticipez en quelque sorte les défaillances d'entreprises. Et comment est-ce que ces mesures ont été rendues plus difficiles par la crise? Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, pour lutter contre cette crise, les États et on en a parlé dans l'une de nos tables rondes, sont massivement intervenus pour soutenir l'économie et pour soutenir les entreprises en particulier. Mais ce faisant, évidemment, elles ont fait du bien à l'économie, mais elles ont également maintenu en vie des entreprises qui n'avaient, celles qu'on appelle les entreprises zombies, qui n'avaient pas nécessairement vocation à perdurer. Alors dans quelle mesure, au fond, est-ce qu'on a des chiffres qui sont en quelque sorte rendus un peu artificiels par ces interventions et ces plans de relance massifs qu'on a vu se déployer au cours des derniers mois? C'est vrai que c'est une crise qui est tout à fait singulière. Déjà, avant même de parler des plans de relance, on avait l'habitude, dans toute crise économique, quelle que soit leur cause profonde, finalement, d'avoir une première étape qui est un stress sur les marchés financiers. Et après, petit à petit,
ça se transmettait à l'économie réelle, mais avec un certain délai dans le temps, via des effets de confiance et via des effets sur les conditions de financement des entreprises. Alors que là, les marchés financiers ont été volatiles au jour le jour, mais globalement ont tenu dans la durée. Complètement. Et puis c'est surtout que la singularité, c'est que là, l'effet a été immédiat et brutal sur l'économie réelle, sans l'avertissement préalable des marchés financiers, parce que c'est lié à des fermetures administratives. La deuxième singularité, c'est que c'est une crise qui touche davantage les activités de services, beaucoup plus que les activités manufacturières, comme lors de la précédente crise. Globalement, on a 3 types de secteurs d'activité pendant cette crise. Ceux qui ont beaucoup souffert dès le départ, ces activités de services, et qui mettront beaucoup de temps à repartir. Bon, on les connaît maintenant, on les a identifiés, tout ce qui est lié à l'hôtellerie, au transport, au commerce. De l'autre côté, vous avez quand même des activités qui ont été à l'autre extrême, très résilientes dès le départ et qui le sont toujours, évidemment le secteur pharmaceutique ou encore l'agroalimentaire, même l'électronique. Et puis au milieu, vous avez toutes ces activités, la plupart des activités manufacturières qui ont beaucoup souffert pendant le premier confinement, mais il faut aussi reconnaître qu'elles ont rebondi assez rapidement, même plus rapidement qu'anticipé ensuite, et elles ont moins souffert que ce qu'on aurait pu penser pendant la deuxième vague de confinement en fin d'année dernière. Alors ça, c'est ce qu'on voit apparaître sur les graphiques que vous avez réalisés dans le cadre de cette étude risque pays. Quelles sont maintenant les perspectives pour ce qui nous concerne, nous, d'un peu plus près, pour l'Europe dans les prochains mois et pour cette année 2021 ? Bon, déjà, premièrement, ça va beaucoup dépendre de la continuité ou pas des plans de relance, parce que c'est vrai que ça a été quelque chose de massif. Évidemment, quand on regarde un peu ce qui s'est fait au niveau mondial, tout ce qui est lié aux injections de liquidités, de prêts, notamment tous les prêts garantis, ça représentait 6% à peu près du PIB mondial à la fin du troisième trimestre. C'est beaucoup plus que lors de n'importe quelle autre crise précédente. Ensuite, vous avez toutes les plans de relance un peu discrétionnaires, classiques, qui représentaient aussi à peu près la même chose. Si on tient compte, si on ajoute toutes les dépenses automatiques, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon d'économistes, les stabilisateurs automatiques, on grimpe même jusqu'à 9% du PIB. C'est 2 fois plus que pendant la crise précédente. Et ça, c'est sans compter les effets de composition. C'est-à-dire que même au-delà du montant, ces plans de relance, généralement, dans la plupart des pays, ont été beaucoup mieux ciblés vers les entreprises. C'est-à-dire on parle beaucoup moins de grands plans de relance en infrastructure. Donc en Europe, pour 2021, bon, évidemment, ce qu'on voit, c'est que pour tout ce qui concerne déjà les prêts garantis, là, ça devrait se poursuivre. Au moins jusqu'à fin juin, il est encore possible d'obtenir un prêt garanti en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France. Et puis ça risque de se poursuivre parce que finalement, à court terme, ça ne coûte pas grand-chose sur les finances publiques. C'est vraiment une garantie. Et puis ensuite, il y a toute la question des processus de chômage partiel qui coûtent beaucoup plus cher. Là aussi, pour l'instant, c'est prolongé au cas par cas. Le dernier en date, c'est en Espagne jusqu'à la fin du mois de mai. On peut penser que plus la reprise va gagner en intensité, ce sont sans doute les types de mesures qui seront arrêtées progressivement en premier. Alors, juste, je voulais revenir d'un mot sur ce que l'on disait tout à l'heure sur ces entreprises qui sont sous perfusion encore. Oui. Et est-ce que ça veut dire, alors vous dites que ce n'est pas pour tout de suite, on entend ça et ça sera le cas, ça sera maintenu en gros aussi longtemps que nécessaire, ce qu'Emmanuel Macron appelle chez nous en France le quoi qu'il en coûte. Mais il y a bien un moment où il va falloir que ça s'arrête. Et est-ce qu'il faut redouter au moment où on débranche, en quelque sorte, parce que ce jour-là, il va arriver, que du coup s'enclenche derrière un mouvement de défaillance en cascade ? En cascade, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est clair que quand on regarde ce qui s'est passé en 2020 déjà, il y a eu beaucoup moins de défaillances d'entreprises qu'anticipées. Si on prend l'exemple de la France, une année normale en 2019, on avait à peu près 50 000 défaillances. L'année dernière, malgré la pire récession de l'après-guerre, on en a eu 31 000. C'est ça. C'est beaucoup moins. Donc c'est bien la preuve qu'on a maintenu artificiellement en vie des milliers d'entreprises. Complètement. Et la France n'est évidemment pas un cas à part. Quand on regarde pour l'ensemble de la zone euro, on va être à peu près à moins 22% de défaillance en 2020 par rapport à 2019. À peu près la même chose en Asie. Il y aura aussi moins de défaillances que l'année précédente aux États-Unis. Donc au total, au niveau mondial, ça fait quelque chose de l'ordre de moins 12%. Et maintenant, pour 2021, les méthodologies traditionnelles qui consistent à avoir une approche très macroéconomique et tenir compte de nos prévisions de croissance du PIB pour prévoir les défaillances, elles n'ont pas fonctionné l'année dernière. Ce qui montre bien justement la singularité de cette crise avec ces nouveaux plans de soutien gouvernementaux. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne plus partir de la macro,
mais vraiment de partir du bilan des entreprises pour les principaux pays de la zone euro. Et on a appliqué des chocs à ces bilans en fonction de ces plans de soutien gouvernementaux. En particulier, choc sur le chiffre d'affaires pour tenir compte de la crise, choc sur les coûts fixes de ces entreprises pour tenir compte de l'impact positif qui est lié à ces mécanismes de chômage partiel, et c'est massif, et puis l'impact positif lié aux prêts garantis, évidemment, à court terme. Et donc quand on tient compte de tout ça, on arrive à recalculer un niveau, un ratio de solvabilité des entreprises, secteur d'activité par secteur d'activité et pays par pays, dans chacun des 4 grands pays de la zone euro. Et puis ce ratio, on l'utilise comme variable explicative des défaillances d'entreprises. Et ce que ça nous donne, c'est que malgré tous ces plans de soutien gouvernementaux, il est à anticiper que ce choc de 2020 va avoir pour effet quand même une augmentation des défaillances dans chacun de ces 4 pays, avec évidemment, ce n'est pas très surprenant, une augmentation beaucoup plus forte dans les activités de services les plus touchées. Parce que ça a été une crise très inégalitaire, comme vous le soulignez tout à l'heure. Et donc, pays par pays, eh bien, ce sont surtout les économies comme l'Espagne qui sont encore plus tirées par les services que les autres, qui verront une augmentation peut-être plus forte de leur défaillance d'entreprise en 2021 et en 2022. L'économie française aussi, le tourisme, la restauration, tout ça. Oui, mais qui est comme souvent dans une situation d'entre-deux en zone euro. C'est-à-dire qu'entre l'Espagne, très tirée par les services, et l'Allemagne, beaucoup plus par l'industrie qui va s'en tirer mieux, bon, la France, on est toujours entre les deux. Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'Asie en quelques mots, et je vous propose qu'on s'y consacre maintenant. On va changer de continent, on va changer de langue aussi. On va parler anglais avec Bernard O, qui est l'économiste de la Coface, de Coface pour l'Asie. Bernard O, can you hear me? Yes, I can hear you well. Welcome to the discussion. The first question I have is obviously about China and what's going on there. It's been the first of the large world economies to resume with a growing activity. How safe is that recovery, in your opinion? I think for China's case, its recovery last year was really benefited by 3 factors. One is that it has a successful pandemic control. Second is that it has very good fiscal stimulus to jumpstart the recovery. And the third one is that it saw very resilient exports, which is something surprising because in the global financial crisis, exports took about 2 years to recover to pre-crisis level, but it took a few months for trade to recover to pre-COVID levels. So in terms of what we are seeing, China's recovery this year, we think that it's going to sustain this year. And obviously, the recovery has been driven by 2 main components. The first is investment. Second is exports. And what we are seeing is that it's going to rotate into consumption recovery this year, because when the household income starts to recover, the labor market conditions starts to improve, we're going to see consumption recovery picks up momentum. So these factors are a solid basis for recovery, but how about debt, and to what extent is that a concern in your opinion? That's an excellent question, because one of the key concerns is that as China's recovery starts to gain momentum, the government, the authorities is starting to what we call policy normalization, which means that they're going to reduce some of that fiscal stimulus, some of that stimulus, monetary stimulus that they have put in last year. So there are concerns that once this policy normalization comes into play, that could actually cause some credit or liquidity stress. As we have seen in the second half of last year, we saw some high-profile defaults of state-owned enterprises, and that has certainly created some concerns among investors and among businesses. But what we see is that it is unlikely that this default is going to get out of hand, because the authorities certainly still have a lot of levers to support the economy. And if you compare to the overall China bond market, which is around $4 trillion worth, the size of that default last year is simply 0.5% of that size. So it's still quite low in terms of the overall bond market size. So good news from your standpoint. This debt will be
manageable. When you look at the economy sector after sector, do you see potential big discrepancies from one to the others, and particular sectors of the economy that might be more vulnerable than others? Certainly, because what we saw, our experience last year was that for China's case, we saw goods, the manufacturing sector starts to come back online a lot quicker because there is demand from the rest of the world to replace some of the stocks that they have depleted. So the manufacturing sector recover a lot better. When it comes to, let's say, the services sector, which is especially in sector that what we call a high touch sectors such as tourism, travel related, is a lot slower because obviously countries around the world are still struggling to contain the pandemic, so they are still putting in place travel restrictions and even mobility restrictions within the country. So these sectors that are subject to all these restrictions will certainly be more vulnerable in terms of the recovery pace. While on the other hand, when you look at some of the manufacturing sector, especially technology related or medical supply related, these manufacturing goods are going to pick up further this year, and that's certainly going to benefit some of the economies in this part of the world. Ever since the crisis started, there has been a lot of discussion here in Europe as to whether we are too dependent on China or not. We realized that we couldn't have masks, for example, if we were not able to import them from China, that we were not able to have some medicines if we were not able to import them from China. And as a result of that, some people have been advocating for a reindustrialization, so to speak, of Europe, for the fact that we'd have to deploy more industrial assets here in Europe so that we are less dependent on China. How much is that of a concern in China at all, this new perception of a potential danger in Europe? So supply chain resilience really comes to the forefront of a lot of businesses because of the pandemic. Because like you mentioned, you're absolutely right that some of the critical supplies, medical supplies, have been in short supply because of the pandemic, because countries shut down, locked down their economy. So what businesses are starting to come to think about is what is the strategy to improve or enhance the resilience of my supply chain. And there are a few broad strategies that businesses have taken. The more popular one is what is known as the China Plus One strategy, where the main production base still remains in China, but companies are starting to develop a secondary production base in a nearby country, perhaps somewhere closer to their home market or where their consumers is. So, you know, a great example is actually Apple. So Apple has starting to shift a small part of its production to places such as Vietnam and India. And very recently, it has started to announce plans that they are going to ramp up some of that production of their key products like iPad, iPhones in these countries as well. What do you see when you look at the recent trade discussions and trade agreements between China and the EU on the RCEP as well? I think it's quite encouraging with all this trade agreement and investment agreement, because these agreements are negotiated over a period of years, 7 to 8 years for most of them. And it is agreed at a time of, in recent years, we have seen rising protectionism. So these agreements are really signed at a time where these countries signing the agreement demonstrate their commitment to better economic integration, free trade, and multilateralism. So this is really encouraging. In a short-term wise, this you might not see a very immediate impact, but in a longer-term wise, there's certainly some benefits that can be accrued. A good example is the EU-China Comprehensive Agreement on Investments. So that really helps the EU investors have a more level playing field for them to invest in China. Because if you look at the bilateral economic relations between EU and China, it has been always pretty strong.
but much of that has been based on trade. When you compare the investment relations, the investment flows between these two regions, it is disproportionately lower. So hopefully this agreement is going to help increase that investment flows between the two regions. One quick question about the relationship between China and the United States from this standpoint. We're only obviously a couple of weeks into the Joe Biden administration, but what do you feel it means for the trade relationship between the two countries, and what are the changes that are expected in terms of attitude and in terms of potential agreements as opposed to what was going on with the Trump administration? I think what we saw in terms of the competition, strategic competition between the two nations over the last few years, that is not going to go away. We are still going to see US and China going to maintain their competition in terms of in technology, in trade. What we won't see is perhaps an escalation in terms of the trade war that we saw over the past few years. We are probably not likely to see an increase in tariffs on both sides. But at the same time, the tariffs that are already in place may not be undone, just because President Biden is in office now. So going forward, we are likely to see maybe a more cooperative relationship between the two, but it's not going to be too cooperative in the sense that where they are still going to compete in many sectors such as technology. Trade volumes and export volumes got back to pre-COVID levels within a couple of quarters. Okay, one last question, if I may. Obviously, there's a whole diverse situations on the continent of Asia, very different economies. But as a whole, would you say that the optimism you're showing with respect to China's recovery and the fairly solid basis upon which it is based, would that apply to most of Asia as well, in your opinion? I think what we are going to see for this year for Asia is set to rebound. That's what our consensus is. But what we are also going to see is a multi-speed recovery across the nation, across the region. Some economies are going to perform better than others in the recovery. So, for example, you have China, you have Vietnam, and to some extent India. But on the other hand, you might have other economies like Japan may be still struggling in terms of recovering from the pandemic. So you are not going to see an even recovery across the region. But overall, the region is going to perform much better than what we saw last year. And in fact, for emerging Asia, we are looking at a 6.7% GDP growth this year. Okay, Bernard, thank you very much for your time. Bernard Ho, qui est donc économiste Coface pour la région Asie et une économie pour les marchés émergents de l'Asie, nous disait Bernard à l'instant, inégale, mais quand même très encourageante, puisqu'il nous disait à l'instant qu'il prévoit une croissance en moyenne de 6,7% donc pour cette année 2021. Comment vous voyez cette carte peut-être plus générale, plus mondiale, Julien MARCILLY, des pays émergents? En fait, ce que Bernard vient de décrire très brièvement pour l'Asie, c'est valable pour l'ensemble des pays émergents. C'est-à-dire que même au sein de l'Asie, c'est 3 régions en une quasiment. Et on s'attend aussi à des fortunes extrêmement diverses d'une région à l'autre et au sein de chaque région dans le monde émergent. En fait, les facteurs différenciants vont être de 3 ordres. Le premier, c'est évidemment le côté sanitaire. On l'a dit, les principaux vaccins ont été réservés par les économies les plus avancées. Vous y ajoutez quelques pays du Golfe et Israël. Mais hormis ça, il y aura peu de pays cette année dans le monde émergent qui vont avoir l'immunité collective. Donc ça veut dire que ces économies vont devoir continuer à vivre avec des mesures de restriction qui ont été moins strictes qu'en Europe ou aux États-Unis, mais quand même, ça va limiter leur croissance. Le deuxième facteur différenciant, c'est la dépendance aux chocs qui viennent de l'extérieur. Et donc, notamment les pays qui dépendent toujours
par exemple de recettes pétrolières en Afrique, Angola, Nigeria, en Amérique latine, en Asie centrale, vont continuer de souffrir. Pareil pour ceux qui dépendent beaucoup des recettes touristiques. On ne s'attend pas à une amélioration très rapide de ce côté-là. Maroc, Tunisie, dans les Caraïbes, même en Europe, la Croatie par exemple, pour citer que quelques exemples. En revanche, il y a quand même des tendances un peu plus positives à attendre, notamment pour ceux qui dépendent d'autres matières premières, notamment les matières premières agricoles, ou alors celles qui dépendent des cours des métaux, parce que là, les tendances sont beaucoup plus positives, en raison, en partie, du redémarrage de la Chine dont on parlait il y a quelques instants. Et évidemment, le troisième facteur différenciant, ce sont les marges de manœuvre en matière de politique économique. Oui, alors justement, qu'est-ce que cette diversité en termes de capacité à rebondir en fonction des critères que vous venez d'évaluer nous dit de l'évolution d'un facteur que vous étudiez de très près tous les ans, qui est celui du risque souverain, de la dette de ces pays. Comment est-ce que ça va évoluer au cours des prochains mois ? On en parlait déjà l'année dernière, longuement, pendant la précédente édition. Pourquoi ? Parce que déjà à l'époque, finalement, l'endettement public des pays émergents et en développement était à un plus haut historique. C'est-à-dire même quand on montait jusqu'au 19e siècle, on n'avait jamais vu ça. Et pour des raisons évidentes, ça ne s'est pas arrangé ces derniers mois. Exactement, donc ça a beaucoup augmenté. Pas autant que dans les économies avancées, mais comme de l'autre côté, les économies en développement ont aussi moins de revenus pour payer cette dette, finalement, la marche est à peu près la même. Donc déjà, en 2020, il y a eu 6 défauts sur les marchés obligataires, 6 défauts souverains, dont les 2 tiers en Amérique latine. C'est une année record. Nous, maintenant, pour l'année 2021, le paradoxe, c'est que si on l'a observé ça en Amérique latine l'année dernière, on pense que les régions peut-être les plus à risque cette année seront davantage l'Afrique et certains pays d'Asie du Sud. Quand on regarde notamment... Lesquels, en l'occurrence ? Alors, justement, quand on regarde la charge d'intérêt en pourcentage des revenus, c'est-à-dire un peu ce que devront payer cette année beaucoup de pays émergents, on en voit notamment comme le Sri Lanka qui vont être dans une situation difficile, le Bangladesh, le Pakistan pour l'Asie, mais d'autres également comme le Gabon, le Ghana, l'Angola, en Afrique, pour citer que quelques exemples. Donc ça, ce sont les cas les plus critiques. Après, il y a une deuxième catégorie de pays, des émergents plus grands, pour qui le risque de défaut n'est pas si élevé que ça à court terme. En revanche, il l'est plus à moyen terme. Ce qui veut dire que pour éviter que ça se matérialise à moyen terme, dans ces pays-là, il va falloir couper sans doute dans les dépenses dès cette année. Et donc si Bolsonaro dit, et c'est ce qu'il a fait il y a 2 semaines, nous sommes en faillite. Non, le Brésil n'est pas en faillite, mais c'est justement pour préparer les esprits à sans doute une politique budgétaire plus stricte. Et c'est ça la vraie différence entre les émergents et les économies matures cette année. C'est-à-dire que beaucoup d'émergents, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, ne vont pas pouvoir prolonger certains programmes d'aide, notamment pour les entreprises cette année. Et ça veut dire que les entreprises qui en dépendaient, elles vont se retrouver dès cette année dans une situation plus difficile, contrairement à l'Europe et aux États-Unis, comme on l'évoquait il y a quelques instants. Alors ça, c'est le poids de la dette, c'est la contrainte budgétaire, ce sont les finances publiques. Maintenant, il y a un autre instrument qu'on peut utiliser pour soutenir l'économie dans des moments difficiles, et on l'a vu dans toutes les régions du monde, y compris la nôtre, c'est la politique monétaire. De ce point de vue-là, quelle est la leçon à tirer de ce qui s'est passé ces derniers mois, et est-ce que pour compenser ce goulot d'étranglement du côté des finances publiques, les pays émergents ou certains d'entre eux, ceux qui sont dans la plus grande difficulté, peuvent avoir recours, quitte à prendre des risques en matière d'inflation, par exemple, naturellement, mais peuvent avoir davantage recours aux instruments monétaires? Alors, la bonne nouvelle déjà avec cette crise, c'est que beaucoup plus de pays émergents ont pu y avoir recours l'année dernière, en 2020. Alors que, normalement, dans une crise classique, quand même, beaucoup de pays émergents n'ont pas assez de réserves de change ou sont vite attaqués sur les marchés ou une inflation trop élevée pour pouvoir utiliser un peu cette arme des taux d'intérêt pendant une crise. Alors, il y a toujours certains cas problématiques, la Turquie, l'Argentine, le Liban, qui n'ont pas pu le faire parce que leur inflation était trop élevée. Mais globalement, beaucoup plus de pays émergents ont pu utiliser leur politique monétaire l'année dernière. Ça, c'était la bonne nouvelle. Maintenant, quid de 2021 ? Là, le problème, c'est qu'il semble qu'il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. En moyenne, pour un panel de 23 grands pays émergents qu'on a regardé, l'année dernière, leurs banques centrales ont baissé leur taux de 150 points de base, ce qui est beaucoup. Mais ce qui veut dire aussi que quand on regarde où elles en sont aujourd'hui, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. Quand on tient compte de ces marges de manœuvre en matière de baisse des taux d'intérêt,
et de la contrainte extérieure, c'est-à-dire vous avez aussi certains émergents qui de toute façon ont des taux de change fixes, donc ne peuvent pas baisser leurs taux. Vous en avez d'autres qui ont des déficits courants trop élevés, comme la Turquie par exemple, ou d'autres qui n'ont pas assez de réserves de change. Donc quand on passe un peu tous ces filtres, au final, on trouve qu'il n'y a que 3 pays émergents, la Russie, l'Indonésie et le Mexique, qui auront cette année la quelques marges capacité de manœuvre. d'utiliser ces outils. Donc ça ne va pas aider autant, encore une fois, que l'année dernière. Et donc le message est le même, c'est-à-dire que ce soit politique monétaire ou politique budgétaire, il y aura quand même beaucoup moins de marge de manœuvre cette année pour les émergents. Et est-ce que pour toutes ces raisons, et pour associer d'ailleurs les deux parties de notre discussion, celle de tout à l'heure et celle de maintenant, le retour de l'inflation, ça peut être un des sujets de l'année 2021 ? Alors ça peut l'être, à mon avis, mais sans doute dans des pays et des cas très particuliers. Ce qu'on observe, c'est déjà une inflation alimentaire. Et donc c'est vrai que je ne dirais pas dans des grands pays émergents, mais plutôt dans des pays vraiment en développement, dans lesquels l'alimentaire tient un poids important dans le budget des ménages. Là, c'est vrai que dans ces pays-là, il peut y avoir des risques d'inflation trop élevés. Après, on observe aussi quand même depuis quelques temps une montée de certains coûts de production industriels, mais ça reste à ce stade un épiphénomène. Donc il n'y a pas vraiment de risque inflationniste généralisé dans les émergents, mais c'est vrai que ça peut se matérialiser dans certains pays en raison notamment des prix alimentaires. Très bien, je vous propose qu'on continue notre tour d'horizon international et qu'on se tourne vers Rio de Janeiro, où nous attend Patricia KRAUSE, qui est économiste Coface pour l'économie, pour le continent latino-américain. Patricia, hi, thanks very much for joining us. Hi, thank you. Let's start with where you are today, which is Brazil. What is your assessment of what's going on there now? How concerned are you about the Brazilian economy and its short-term perspectives? And to what extent, in your opinion, do they reflect what's going on more largely in Latin America? Well, Brazil unfortunately made headlines since the start of the crisis due to the bad development of the COVID-19 in Brazil. Now, with our President Bolsonaro downplaying the situation and the states having to take the attitude in announcing containment measures. So we reached a first peak in August. Since then, the number of cases started to go down, but never really went significantly down, and finally started to gain momentum again in end of November, and strongly increasing, reaching a new peak, or can say a second wave after the holiday seasons in the end of the year. Yeah. So the point now is regarding vaccination. So regarding vaccination, the first point to be mentioned is that our President Bolsonaro said that's not going to take it. Then the Ministry of Health is also lack of efficient coordination of vaccination. So only started in mid-January in Brazil. Actually, they were putting almost all their bets in the Oxford AstraZeneca vaccination, and then they had to change that because it was delayed. Now it's vaccinated in Oxford as well, but it was delayed, and had to rely and to resort on the Chinese Coronavac vaccine, which Bolsonaro was a strong critic before. And this vaccine, Coronavac, has been administered and coordinated by the state of São Paulo, governed by João Dória, who is currently the major opponent of Bolsonaro, right? So this is also an important point to mention, as having the fact that we have elections in Brazil. Yeah. For now, we have about between 1% and 2% of the population vaccinated, which is not different from the average of Latin American countries for the one already started. And we understand, of course, it's difficult now to try to estimate how long this could take, but probably it's only supposed to gain momentum in the second half of the year, since now they are waiting for inputs, actually arrived part of the inputs, but to receive inputs as well, and raw materials from China in the coming months, as well as the local regulator is trying to reducing the red tapes to start to use in an emergency way the vaccines here. This will open for other vaccine as well. So it's difficult now to try to precise when we're going to reach a herd immunity. Okay.
So a lot of political uncertainty, obviously, in your part of the world and in the country you are today. We were discussing emerging markets as a whole with Julien a moment ago, and the constraints that comes from a debt situation and levels of debts that are very, very high, and as a result, a room for maneuver that is very small. What does that tell you in your part of the world as to the ability of the countries of Latin America to continue to sustain activity, economic activity through public spending? Yeah, actually, like in other parts of the world, in Latin America, the government also implemented very huge fiscal stimulus, unprecedented fiscal stimulus. Yeah, of course, it's divergence from one country to the other. So generally, the countries for greater fiscal space, that like is the case of Chile and Peru, they implemented stronger fiscal stimulus, while others with already very high indebtedness level, like Ecuador or Argentina, they were more contained. But this is not a rule. We have a clear exception. That's the case of Brazil. So Brazil, despite the fact that they have a really high public debt, they implemented strong fiscal stimulus here. So the point is how to move now as we're still facing very high figures of COVID-19 in the region. So we see that these countries that I mentioned that has a better fiscal space, like Peru and Chile, they will continue fiscal stimulus like now. But on the other hand, Brazil, for instance, the major stimulus, like the aid to the emergency aid to informal workers, that represented more than half of all this package, and which reaches over 67 million Brazilians last year. They expired last year in December. And also measures to try to protect the job market and to try to give credit to SMEs, mostly to SMEs. They expired, and they are asking now how to move now again. So it's still uncertain in Brazil. Yeah. Okay. And when you look at monetary policy, what's the liquidity situation today, and what's the ability of the various central banks to help in terms of making sure that there are no constraints there in terms of getting access to financing? Well, in Latin America, they also took, central banks took measures as well to try to improve liquidity. Yeah, inflation is generally controlled in most of the countries, so they have cut strongly their benchmark interest rate, also compulsory of the banks as well. The point is that we don't have the same ability of developed economies now to promote strong quantitative easing programs. Mm-hmm. So this was not something broadly seen in Latin America. We have some particular case in Chile or in Colombia, but it's not a rule in Latin America. And finally, if we take a country-by-country look, when you look around you, I mean, not only at Brazil, but at the countries surrounding it, what are the countries that you're the most optimistic about vis-à-vis the next few months? Well, the countries that I mentioned, Peru was highly impacted in the first months, but with this fiscal stimulus, with a higher fiscal space, I understand that Peru and Chile could have a stronger space to grow this year, not only due to the fiscal measures and the fiscal stimulus that will remain this year, as I mentioned, but also if external foreign trade gaining momentum again. We have seen this recovery in commodity price in recent months, and notably mineral ones. And both countries, they are major producers of copper, and copper's prices, we understand, it should remain at high levels, not only due to strong demand coming from China, but also with the increasing green agenda that gained further representativeness with the election of the U.S. President Biden in the U.S. and the idea of renewables energy and vehicles, electric vehicles as well, that will demand more copper. Okay. Okay, Patricia, thank you very much for your time. Patricia KRAUSE qui nous rejoignait depuis Rio pour parler de l'économie latino-américaine. Une situation, là encore, Julien, très hétérogène au fond, finalement, avec des pays dont la difficulté, comme le Brésil, des pays qui s'en tireront mieux que d'autres, nous disait-elle à l'instant, le Chili, le Pérou en particulier, et grâce notamment, nous disait-elle, à
à leur capacité à produire du cuivre, un produit très, très, très en demande. Ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois à propos de cette crise, c'était son côté inégalitaire. On sait que le creusement des inégalités, c'est un problème de l'économie mondiale récurrent depuis plusieurs années, que malgré une croissance au niveau mondial finalement assez forte, les inégalités se sont creusées, parfois même de manière spectaculaire. Et évidemment, la crise n'a pas arrangé les choses de ce point de vue. Quel impact ça a sur votre appréhension justement du risque pays, du risque politique, parce qu'on le voit bien tout autour de nous, et y compris en France naturellement, à mesure que les inégalités s'accroissent, ça crée des tensions et ça génère aussi une forme de risque économique. De toute façon, le mot inégalité, je pense que c'est vraiment le fil rouge de cette crise. Inégalité entre secteurs, inégalité entre pays, on vient d'en parler longuement, et inégalité de revenus au sein de chaque pays. Ce que montrent les recherches existantes qui ont été faites après les précédentes épidémies du XXIe siècle, c'est que ces épidémies ou pandémies, elles ont toujours généré davantage d'inégalités. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on les voyait même 5 ans après. Donc ce sont des inégalités qui sont persistantes, exactement, durables, qui durent. Après, en plus, on peut penser que, évidemment, celle-ci, avec son impact économique beaucoup plus fort que les précédentes, ne fera pas exception. Et on le voit bien, de toute façon, dans les secteurs les plus touchés, il y a davantage de personnes plutôt faiblement qualifiées. Dans des emplois plus précaires. Exactement. Davantage de femmes, davantage de jeunes. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est que dans le peu de pays qui produisent des statistiques sur les différences ethno-raciales, c'est que, par exemple, au Royaume-Uni, le taux de chômage pour les minorités a beaucoup plus augmenté que celui des Blancs. Et donc, tout ça, forcément, c'est de nature à générer de la frustration et à générer du risque politique et du mécontentement social. Et là aussi, il y a pas mal d'études très intéressantes qui ont été faites dans le passé sur l'impact sur le risque politique des pandémies. Et en moyenne, ce qu'elles trouvent, c'est que les troubles sociaux arrivent 1 an après la pandémie. Donc si mes calculs sont exacts, c'est pour cette année. Voilà. Et donc, pour ces troubles sociaux, nous, on a notre méthodologie classique pour mesurer le risque politique. Ce qui ressort, c'est évidemment qu'il est à un plus haut, déjà avant même cette crise. Et quand on tient compte d'indicateurs vraiment spécifiques à cette crise, notamment la satisfaction des opinions publiques quant à la gestion de la crise sanitaire par les autorités, et qu'on combine ça avec nos indicateurs de frustration sociale un peu classiques, évidemment, on retrouve pas mal de pays d'Amérique latine dans le monde émergent qui sont les plus à risque. Et ce qu'on retrouvait aussi quand on a publié cette étude à l'automne dernier, c'est que parmi les économies les plus avancées, il y avait les États-Unis en tête d'affiche, en haut du classement, suivi de l'Espagne, de la France et du Royaume-Uni. Donc pour les États-Unis, je ne suis pas en train de vous dire qu'on avait anticipé les quasi-insurrections au Capitole, mais ce que montrent ces indicateurs, c'est qu'il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait de la frustration. Après, c'est difficile de savoir quel type de frustration va se retranscrire en manifestations pacifiques et quelles manifestations pacifiques vont provoquer des insurrections. Mais en tout cas, les ingrédients sont là, c'est clair. Alors, on a choisi de consacrer l'une des tables rondes de ce colloque 2021 à la mondialisation et à l'impact de la crise sur la mondialisation, qui vit par ailleurs, et on en a parlé, un certain nombre de transformations structurelles. Mais qu'est-ce que tout ça nous dit, de votre point de vue, de l'évolution des échanges et du commerce mondial dans les prochains mois? Alors, déjà, à court terme, sur ce qui s'est passé en 2020, alors, le commerce mondial a baissé de l'ordre de 5% en volume. C'est beaucoup. Mais sincèrement, on aurait pu s'attendre à pire. Bien sûr. Et c'est, par exemple, un rapport de 1 pour 1 par rapport à la baisse de la croissance mondiale, quand en 2009, c'était 4 fois plus. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, on aurait pu craindre qu'il y ait eu une surréaction du commerce mondial comme à l'époque. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été observée? Sans doute pour plusieurs raisons. La première, c'est que, on le dit, c'est surtout déjà une crise des services. Or, les services sont moins échangés à l'international. La deuxième, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu cette fois de problème de financement pour les entreprises. Et habituellement, on sait que ce financement est source de surréaction. Et puis la troisième, c'est le niveau de départ. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2008, on partait quand même d'échanges mondiaux qui augmentaient de 6 à 7% par an. C'était extrêmement dynamique. Or, l'année dernière, quand on en discutait, on parlait de protectionnisme, etc. Donc le niveau de départ n'était pas du tout le même.
Donc ensuite, d'après notre modèle statistique là, qui tient compte des prix du pétrole, des coûts du transport maritime, des exportations en Corée notamment pour prévoir le commerce mondial, on s'attend cette année à une croissance de l'ordre de 6%, donc un rebond assez net quand même. Donc ça, c'est pour le court terme. Après, à moyen terme, bon, il y a toute cette question des relocalisations. On en a parlé, on n'y croit pas beaucoup pour diverses raisons. Il y a évidemment, la principale, ce sont les coûts de production qui vont empêcher des relocalisations massives. Il y a aussi toute la question des compétences. Quand on a perdu certaines activités depuis longtemps, il est illusoire de penser qu'on a gardé les compétences. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des relocalisations. Pour la France, par exemple, il peut y en avoir dans des secteurs d'activité dans lesquels on a... Là, précis et marginal à l'échelle macroéconomique. Mais je pense que c'est dans des filières où on a perdu un peu de notre superbe, mais récemment, parce que ça veut dire qu'on a toujours ces compétences. Les outils et les compétences sont encore au secteur pharmaceutique, au secteur agroalimentaire. C'est possible dans ces filières-là. Mais on ne voit pas de tendance massive. En guise de conclusion, Julien MARCILLY, la crise sanitaire, ses conséquences économiques, ses conséquences sociales, tous les déséquilibres qui existent par ailleurs, l'endettement, les fragilités structurelles. Est-ce que tout ça ne donne pas à votre capacité finalement à évaluer les risques un facteur d'incertitude peut-être plus fort qu'il ne l'a jamais été ? Ça, c'est sûr que l'année dernière, on a été amené quand même à remettre en cause un certain nombre de nos méthodologies, de nos modèles de prévision, comme d'autres. On en parlait pour les défaillances d'entreprises. Donc, on essaie de s'adapter en réfléchissant autrement. Mais au-delà de ces chiffres et de ces prévisions, c'est vrai que ce qui est compliqué pour les entreprises, c'est qu'il y a toute cette question à court terme des plans de soutien, de l'évolution à court terme de la conjoncture. Mais il y a aussi tout un certain nombre d'évolutions structurelles qui se sont accélérées en l'espace d'un an. Si on prend par exemple un chiffre qui est l'évolution du e-commerce aux États-Unis, bon an, mal an, la part du e-commerce augmentait d'1 point de pourcentage tous les ans avant la crise. L'année dernière, c'est 5 points. Ce qui veut dire que finalement, en l'espace d'un an, on en a vécu 5 en vitesse accélérée. Et ce chiffre, on pourrait le retrouver dans d'autres domaines, la transition énergétique, la digitalisation en général. Et donc, en plus de tous ces chocs sur la conjoncture, de ces mesures de confinement, c'est vrai que les entreprises ont dû s'adapter à des changements structurels préexistants, mais qui ont très nettement accéléré avec cette crise. Merci beaucoup Julien MARCILLY. Ce sera le mot de la fin de ce colloque Coface Risque Pays 2021, comme toujours et comme chaque année, très riche d'enseignements dans un monde évidemment en plein bouleversement. Merci beaucoup de l'avoir suivi.